pas si ça fonctionne. Ça va aller. Bon, eh bien, nous avons ce soir le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Mignot. Ça ne marche pas? Très près. Bon, merci beaucoup. Donc nous accueillons ce soir Monsieur Claude Mignot, professeur à Paris 4 Sorbonne, qui a bien voulu accepter de nous parler du Val-de-Grâce, un sujet qu'il connaît depuis de très longues années. Et vous connaissez sans doute ses ouvrages et tout son travail sur l'architecture du grand siècle. Il a particulièrement travaillé sur les architectes du Val-de-Grâce avec sa thèse sur Pierre Le Muet et aussi la biographie de Mansart, qui était une œuvre collective avec Jean-Pierre Bablon. Donc ce soir, il va insister sur cet aspect d'invention de l'architecture que nous avons pu apprécier en visitant le Val-de-Grâce avec deux de ses élèves au mois de janvier, Nicolas Courtin et Laurent Lecomte, que nous aurons aussi le plaisir d'accueillir d'ici quelques mois. Voilà, je vous passe la parole, Monsieur Mignot, en vous remerciant infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ça fait effectivement un peu plus de 30 ans que j'ai travaillé à établir, ou plutôt à mieux établir, l'histoire du Val-de-Grâce. Aujourd'hui, cette vue vous est à tous familière, celle que l'on a de ce chef-d'œuvre de l'architecture religieuse du grand siècle, depuis la rue du Val-de-Grâce, percée au XIXe siècle dans l'axe de cette grande façade couronnée par son dôme. Cette vue était impossible au XVIIe siècle, où la rue du Val-de-Grâce n'existait pas et où on abordait cet avant-cour et cette église, formant le centre et le cœur de cet avant-cour, par la rue Saint-Jacques, ou plus exactement alors par la rue du Faubourg Saint-Jacques. Lorsque le chantier du Val-de-Grâce s'achève, un peu après la mort d'Anne d'Autriche, qui avait promu sa construction, l'édifice est reconnu immédiatement comme un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture française, et en 1684, le premier guide touristique de Paris, le premier vrai guide touristique de Paris, celui de Germain Brice, salue dans cette église un monument qui rend inutile, dit-il, le voyage outremont. C'était dire que l'architecture française avait atteint là, en quelque sorte, le top du top. Mais ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une œuvre totalement homogène, et souvent dans l'esprit du public, du grand public, dans les ouvrages rapides sur le grand siècle, attribués à François Mansart. Or, celui-ci a été écarté assez tôt du chantier, et ses contemporains prétendaient qu'en dessinant la petite chapelle du château de Fresnes, non pas Fresnes au sud de Paris, mais Fresnes-sur-Marne, à l'est de Paris, il avait voulu, en quelque sorte, exécuter en petit ce qu'il aurait voulu faire au Val-de-Grâce en grand. Et sans doute le plan est beaucoup plus réduit, la nef est beaucoup plus courte, mais le traitement, malgré tout, des voûtes de cette courte nef est
de la coupole sur son tambour sont, vous le voyez, radicalement différents de ce qu'on observe au Val-de-Grâce. En effet, le Val-de-Grâce est une architecture qui, tout homogène qu'elle soit, in fine, est le résultat du travail de 4 architectes successifs, sans compter les interventions des sculpteurs, des peintres, qui sont venus définir de façon extrêmement décisive, dans le cas de cette église, les espaces intérieurs, le décor et la perception que l'on a du monument. Il s'agit donc d'une architecture à plusieurs mains, et il convient donc de redécouvrir la complexité de cet édifice, de le, si je puis dire, détricoter pour comprendre sa genèse et essayer de redécouvrir comment on en est arrivé à cette image architecturale que vous connaissez si bien. Dès 1973, 2 historiens de l'art anglais attiraient l'attention sur le fait que la façade du Val-de-Grâce, qu'on attribuait communément donc à François Mansart, s'écartait cependant d'une façon assez importante de son dessin personnel. En fait, le visiteur qui regarde l'église depuis l'avant-cour, écrivait-il, ne voit rien d'autre de Mansart que la composition générale de la façade. En effet, lorsqu'il abandonne le chantier, celle-ci ne s'élève qu'à 1,50 m à peu près au-dessus du rez-de-chaussée de l'église, et le dessin va être altéré, modifié sur certains points de façon extrêmement importante. C'est un nouveau dessin qui se substitue au premier. C'est donc cette relecture de l'invention du Val-de-Grâce auquel je vous invite, et il convient en préambule d'insister sur le rôle de quelqu'un qui n'est pas architecte, mais qui a cependant pesé d'une façon extrêmement importante sur le dessin de l'Église. Pas simplement sur le dessin des E2SEIN, sur le projet de l'Église, l'idée de bâtir une Église votive pour remercier la Vierge de lui avoir donné finalement un fils, après 20 ans d'essais infructueux, en 1638, vœu qu'elle peut réaliser, comme vous le savez, par la suite de la mort du cardinal de Richelieu en 1642 et de son époux surtout en 1643, de son jeune fils âgé de 5 ans, le petit Louis XIV. Et toute l'Église est effectivement ponctuée non seulement des chiffres entrelacés A pour Anne d'Autriche et L pour Louis XIV, le futur Louis le Grand, ces chiffres étant pour l'essentiel des chiffres restitués après la Révolution, plus exactement sous le Second Empire, au moment de la grande restauration du Second Empire, mais aussi dans toute son iconographie, dédiée d'une part à la Vierge et à la famille du Christ, mais surtout à sa naissance, célébrée dans les statues dont les originaux sont, vous le savez, installés aujourd'hui à l'église Saint-Roch, mais qui ont été restitués au moment de la restauration de cette église sous Napoléon III, sous ce grand baldaquin, qui est une manière de transfigurer, si je puis dire, la crèche primitive. Mais non seulement Anne d'Autriche définit son programme, une église votive dédiée au mystère de la crèche, de la nativité, naturellement parallèle, sous-jacent avec cette naissance miraculeuse qui offre un héritier au royaume de France, mais aussi dans l'orientation presque esthétique de l'édifice, qui est rapportée par le biographe de l'abbesse Marguerite d'Arbouze, cette jeune fille qui avait séduit
la reine Anne d'Autriche, au moment de sa prise de voile dans l'église des Carmélites de la rue Saint-Jacques, de la rue alors du Faubourg Saint-Jacques, par sa dévotion, par sa piété, et qu'il avait tant séduit que la reine l'avait raccompagnée dans son couvent du Val Profond, dans la vallée de Bière, et qu'au cours de ce trajet, elles avaient toutes deux parlé en espagnol, Marguerite d'Arbous parlant le castillan, et donc nouant avec la jeune reine, à peine qui avait son âge, une vingtaine d'années, alors une relation qui va permettre la construction de cette église somptueuse. Marguerite d'Arbous meurt en 1643, au moment où la reine devient régente, mais l'abbesse qui lui succède noue des relations aussi fortes avec la reine, mais ne partage absolument pas avec elle les objectifs, le dessein de la reine. L'abbesse, cette nouvelle abbesse, donc, dans le récit donné dans la biographie de Marguerite d'Arbous, publiée en 1684, l'abbé Fleury rapporte que l'abbesse du Val-de-Grâce représenta plusieurs fois à la reine que leur maison ne devait pas être un palais, mais la reine persista dans son dessein, disant qu'il est juste de consacrer à Dieu ce qu'il y a de plus précieux, que cette maison était destinée à honorer l'humble naissance du Fils de Dieu. Il fallait donc relever, et le terme est très fort, relever l'abjection de l'étable où il avait dormi par le temple le plus magnifique qu'il serait possible. C'était poser là, tout de suite, une exigence de splendeur qui a guidé et incité, en quelque sorte, les architectes successifs à aller vers le sublime. Et la médaille, frappée au moment de la pose de la première pierre de l'église en 1645 par le petit Louis, témoigne de cet engagement de la reine et de son fils, qu'elle associe à elle, dans cette entreprise. La reine témoigne aussi, ou plutôt a aussi un choix extrêmement décisif, qui est l'expression de d'une indépendance d'esprit qu'il convient de saluer particulièrement. Elle avait, vous le savez, surpris toute la cour en choisissant comme Premier ministre, comme principal ministre à la mort de Louis XIII, le cardinal Mazarin. Tout le monde pensait que Mazarin, l'ancien secrétaire de Richelieu, serait écarté au profit du parti pro-espagnol. Non, elle choisit Mazarin. Et bien de la même façon, si je puis dire, ou plutôt d'une façon analogue, avec cette liberté d'esprit qui est la sienne, au lieu de s'adresser à l'architecte du roi, Jacques Le Mercier, elle s'adresse à François Mansart, et dont tout le monde sait qu'il a des exigences tout à fait extraordinaires dans la mise au point de ses dessins, ce qui d'ailleurs va conduire à l'écarter du chantier ultérieurement, mais dans un premier temps, elle fait confiance à cet homme difficile. Et par une chance assez extraordinaire, toute une série de dessins nous permettent non seulement donc de mesurer la part d'invention de François Mansart dans le dessin final que vous connaissez, dans le monument bâti, mais aussi de mesurer les tâtonnements, les hésitations, les propositions successives de François Mansart pour répondre aux désirs de la reine. Et vous avez sous les yeux une des plus belles pages, si je puis dire, du dessin architectural du grand siècle, cette proposition d'encadrer la nouvelle église, d'un côté par un couvent achevé, complété, il était à moitié bâti en 1645, mais de l'autre, d'équilibrer le couvent par un palais pour la reine.
une sorte de petit Escorial, en quelque sorte, au faubourg Saint-Jacques. L'église formant le cœur de la composition, reliée d'un côté au couvent par le chœur des religieuses, qui a été bâti dans cette position, et de l'autre, ce qui n'a pas été exécuté, par l'appartement de la reine, relié à ce nouveau palais. Tandis que des bâtiments secondaires, à gauche et à droite de la façade, venaient progressivement relier la façade au niveau de la rue Saint-Jacques, restructurée pour créer une avant-cour spectaculaire. Et donc, d'une certaine manière, confirmant ce qu'observaient Braham et Smith, François Mansart, dans ce dessin, effectivement, définit quelques-uns des traits essentiels du monument, une église bâtie en retrait de la rue, derrière une vaste avant-cour, ce qui n'est pas habituel à Paris. La Sorbonne disposait d'une petite place créée par la destruction d'un pâté de maison qui s'arrêtait à la hauteur de la rue Champollion actuelle. Ici, on recule l'église, on l'installe derrière cette avant-cour et on la relie à une certaine distance du couvent pour justement lui donner cette implantation spectaculaire qui est une des grandes forces du dessin final de l'église. Ce projet, trop magnifique peut-être pour les ressources de la reine, va être écarté, au moins provisoirement, et on va décider de se concentrer sur la seule église. Mais le dessin de l'église n'est pas tout de suite élaboré comme vous le connaissez, et ce second dessin autographe de François Mansart, que vous avez à droite, vous montre que François Mansart, dans un premier temps, propose une variation sur le plan classique des églises romaines du type du Gesù ou de Santa Maria ai Monti, enfin bref, de toutes les églises romaines du dernier tiers du XVIe siècle qui connaissent à Paris un grand succès dans ces décennies. Saint-Joseph des Carmes, Sainte-Élisabeth avec un plan plus réduit, l'église Saint-Paul-Saint-Louis, enfin Saint-Louis des Jésuites, aujourd'hui Saint-Paul-Saint-Louis, le noviciat des Jésuites disparus, toute une série d'églises s'inspirent de ce schéma. Et Mansart ne fait que modifier, vous voyez, un petit peu ce schéma du Gesù en creusant des absides semi-circulaires plutôt que les absides à fond plat du Gesù, en installant une chapelle profonde en saillie à l'arrière plutôt que cette chapelle en hémicycle du Gesù, en faisant saillir un peu le transept, bref, quelques différences, mais il part de cette solution. Dans un second temps, et c'est ce que propose ce troisième dessin autographe, qui est en fait, non pas le troisième dessin, qui est plutôt le deuxième plan, le deuxième état du plan, qui est en fait un détail du grand plan que nous avons vu tout à l'heure, que j'avais montré en tête parce que c'était un moment où Mansart pensait à donc créer cette grande église, ce grand palais monastère autour de l'église, mais qui, dans la genèse du plan de l'église, se situe sans doute plutôt en seconde position. Pardon, pour le lapsus il y a un instant, en seconde position, donc un premier plan proche du Gesù, un second plan dans lequel apparaît notamment l'une des idées fortes de ce qui sera conservé, c'est-à-dire l'idée d'épaissir les 4 piliers soutenant la coupole, sans doute pour bâtir une coupole plus monumentale, mais de creuser dans ces massifs de petites chapelles ovoïdes, que vous voyez ici, qui ouvrent diagonalement sur la croisée du transept, sous le dôme. Et donc on a un dessin qui, en quelque sorte,
se fondait simplement sur la croisée des axes longitudinaux et transversaux, qui se transforme en un dessin rayonnant avec 3 absides semi-circulaires et une échancrure du berceau de la nef pour créer un 4e écho. Et donc on crée un espace très centré autour du dôme, dont la centralité est renforcée par ce jeu de petites chapelles disposées dans la diagonale, dont l'inspiration vient directement, je pense, d'une autre œuvre de François Mansart à Paris, La Visitation Sainte-Marie, rue Saint-Antoine. Puis, dans un 3e dessin que vous avez à droite, ce dessin se simplifie, se modifie sur des détails. L'église redevient une église isolée. On se sépare de cet appartement royal, tout en conservant ce trait nouveau et si novateur que sont ces lignes diagonales qui ici d'ailleurs apparaissent dans la construction des dessins. Vous voyez bien tracées au crayon ces lignes diagonales qui renforcent le côté en quelque sorte centripète, centralisé de l'espace que l'on trouve à l'extrémité de la nef. Et donc au terme de ce processus, François Mansart a réussi à créer un dessin original dans lequel la nef se distingue très fortement ou plus fortement de cette croisée et qu'apparaît en quelque sorte une juxtaposition entre un espace longitudinal de la nef, longitudinal du chœur des religieuses et des espaces secondaires, une petite chapelle pour l'adoration du Saint-Sacrement. Et pour l'instant, on a dans ce premier dessin la chambre, une chapelle qui est adossée à la chambre de la reine, qui disparaît dans ce dessin et qui réapparaîtra ultérieurement, car on a besoin en quelque sorte d'un 4e espace autour de cet espace centré. Et donc ce 3e dessin n'est pas tout à fait le dessin définitif. Mansart définit aussi, et son originalité est très grande aussi sur ce point, les couvrements de la nef et de la croisée. De la nef, nous n'avons que le plan au sol, la projection des voûtes en pointillés dans ce dessin, qui ont permis cependant à Braham et Smith de restituer le dessin de cette voûte. Ce n'est plus une voûte en berceau, elle est fragmentée, pénétrée par de grandes lunettes et avec une petite calotte circulaire au centre. Et de l'autre côté, au-dessus de la croisée, une grande coupole ovoïde, au-dessus duquel se trouve posée la charpente du dôme, et donc qui surhausse ce dôme et lui permet d'apparaître au-dessus de la façade lorsqu'on est un petit peu loin de celle-ci. Et là encore, c'est un point extrêmement important dans le dessin final, la mise au point du rapport entre la façade de l'église et le dôme au-dessus de son tambour, ainsi que la dilatation de l'espace de la croisée par cette grande coupole ovoïde avec sa calotte, dans lequel, vous le voyez dans ce premier dessin, la peinture n'a qu'une place très réduite. Nous sommes donc à la fois, nous avons donc avancé sur certains points décisifs pour le dessin final, et en même temps, ce dessin va évoluer d'une façon importante, comme je voudrais vous le montrer, lorsqu'il va passer entre les mains des successeurs de François Mansart. Aussi bien le rapport du dôme de charpente avec la façade va évoluer, mais aussi le dessin de la coupole interne va
radicalement changé. Ici, ce sont essentiellement des décors d'architecture et de sculpture décorative et une petite peinture dans la calotte, alors que vous connaissez tous la place qu'occupe la grande peinture de la coupole dans le dessin final. En tout cas, on comprend mieux, après cette restitution de la coupe du Val-de-Grâce, pourquoi on pouvait considérer la chapelle de Fresnes comme un diminutif du Val-de-Grâce, comme un diminutif du projet initial de François Mansart, qui a été altéré parce que précisément il n'y a plus cette petite calotte centrant l'espace de la nef, qui est dessinée par Mansart, ni ce dessin légèrement ovoïde, et surtout dans lequel la peinture n'occupe qu'un rôle réduit par rapport aux nervures architecturées et ornées de la coupole. Ce dessin qui est remis dans un autre sens vous montre l'élévation dessinée par Mansart, qui a déjà défini ce système de scansion de pilastres et ce jeu des coinçons. Mais dans le dessin de Mansart, apparemment, aucune sculpture n'est encore prévue dans les écoinçons des arcs de la nef. Donc le dessin de Mansart, vous le voyez, est très différent de ce qui fait aujourd'hui l'un des grands prix de l'église du Val-de-Grâce, ce grand poème sculpté en l'honneur de la Vierge sur les arcades et en l'honneur de la famille du Christ sur la voûte. La façade elle-même présente la même ambiguïté. Nous ne connaissons le dessin de Mansart pour la façade que par le profil, que par l'élévation latérale que nous en avons ici. On voit bien qu'il avait prévu d'installer un petit portique à la manière d'un temple antique devant le premier registre. Mais nous ignorons là, dans ce dessin, la manière de concevoir la façade. Et donc, la seule trace que nous ayons du dessin de Mansart pour la façade en 1645, c'est la médaille frappée pour la pose de la première pierre. Naturellement, comme toute médaille, le sculpteur s'est fondé sur un dessin fourni par l'architecte. Mais il y a naturellement les raccourcis du médailleur. Et donc on ne peut pas tenir cet objet pour le dessin de Mansart. Il garde une trace, malgré tout, de certaines de ses intentions. Notamment, et ce qui est confirmé par le profil que je viens de vous montrer, l'idée d'installer devant une façade à deux ordres superposés couronnés d'un fronton, le type habituel de la façade d'église à la romaine, un petit portique de temple, de donner donc une profondeur à cette façade. Et donc, littéralement, d'illustrer le vœu de la reine de transformer la crèche en un temple magnifique. Et donc vous sentez, je pense, en rappelant cette citation, le poids, malgré tout, du dessin de la reine dans ce dessin de Mansart qui ne nous est connu que par cette médaille. Deuxième trait à noter, vous voyez que dans ce dessin, la façade est en quelque sorte couronnée non seulement par le fronton, mais aussi par la toiture. Or aujourd'hui, vous savez tous qu'on ne voit pas le toit couvrant la nef au-dessus de la façade. Donc Mansart laisse apparent la toiture au-dessus de la façade, reste fidèle à un des grands traits spécifiques de l'architecture française, ce goût pour les toitures ardoisées. Et d'autre part, il installe des clochetons dont la position n'est pas très claire et un dôme qui, vous le voyez, semble beaucoup moins élevé, beaucoup moins puissant que celui qui a été finalement bâti. Et nous en avons d'ailleurs une illustration. Je vais vous remontrer le dessin de l'implantation de l'église qui permettra de vérifier
d'une autre manière que le dôme n'était primitivement pas aussi haut. Cependant, il apparaît au-dessus de l'église, et donc le dessin de François Mansart s'écarte des modèles romains à deux titres, parce qu'au lieu de se contenter de faire jouer la modulation pilastre, demi-colonne, colonne double, il ajoute la saillie du portique, ce rappel plus direct de l'architecture antique, et qu'il installe au-dessus des deux ordres de ces, communs à la composition du Val-de-Grâce et à cette église romaine de Sainte-Suzanne, un troisième registre qui est le tambour de l'église, même si ce tambour n'est pas aussi apparent qu'il le sera finalement dans le dessin final. Il convient de tenir compte des effets perspectifs. La médaille nous donne une élévation qui fait apparaître le dôme au-dessus de la façade. Mais en dehors de ce fait, vous voyez que la toiture apparaît aujourd'hui, elle n'apparaît pas. On a conservé le portail, mais toute une série d'éléments ont changé. Les colonnes d'angle sont devenues des pilastres, et donc on a créé, comme à Sainte-Suzanne, cette progression, pilastre, colonne, colonne double, qui n'était pas établie, si on peut croire le témoignage de la médaille. Et de même, le dessin des ailerons est différent. Vous avez des ailerons concaves qui sont remplacés par ce jeu de volutes convexes très habituelle, mais très puissante, qui est celle que vous connaissez. Par contre, la façade a déjà trouvé dans ce dessin sa caractéristique principale. Le premier registre s'avance progressivement depuis le mur des ailes latérales jusqu'au portique en avancée, et au contraire, au second registre, les parties latérales sont plus saillantes avec ses colonnes jumelées que le centre avec ses simples pilastres et sa fenêtre en retrait. Ce jeu d'avancée et de retrait, qui est un des grands charmes et une des grandes originalités de cette façade, est déjà posé par Mansart dans le dessin de 1645. Et donc, Mansart, vous le voyez, a défini certains des traits décisifs du dessin final, reste à ses successeurs à corriger, altérer, et pour une partie renverser et renouveler le dessin du grand François Mansart. Jacques Lemercier est appelé sur le chantier en 1646, quand la reine s'impatiente de voir ce chantier avancer trop lentement. Mansart lui refuse carrément à la reine de s'engager sur des échéances et même d'arrêter un dessin final, se réservant le droit de modifier son dessin au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Et donc, pour être sûre de conduire ce chantier, elle s'adresse à Jacques Lemercier, qui a dû sans doute s'engager à exécuter le dessin approuvé par la reine dans un premier temps, et qui cependant va apporter une touche merveilleuse qui est un nouveau dessin pour la chapelle du Saint-Sacrement, qui prend plus d'ampleur que dans le dessin primitif de Mansart, et surtout qui reçoit cette ordonnance qui s'inspire assez directement de la chapelle du château d'Annay, de Philibert Delorme. Vous retrouvez le même jeu du cylindre sur lequel repose cette coupole, avec ses nervures spiralées. Naturellement, le dessin dans le détail est un peu différent, mais c'est le même parti. Donc, Jacques Lemercier rend hommage au grand architecte Philibert Delorme, qui est une des gloires de l'architecture française, naturellement déjà en ce milieu du XVIIe siècle. Tous les architectes en sont traités dans leur bibliothèque. Tous les architectes connaissent ces dessins pour la chapelle d'Annay, qui ont été publiés par Jacques Androuet du Cerceau dans son volume des plus excellents bâtiments de France. Et dans ces années-là, la culture architecturale parisienne
sous une impulsion qui a commencé au temps de Richelieu, sous le ministère de Sublet-Desnoyers, cherche à se retourner vers les grands édifices du milieu du XVIe siècle, du temps du roi Henri II, le Louvre, la Fontaine des Innocents, notamment, et pourquoi pas la chapelle d'Annay. Et je vois dans le Val-de-Grâce un hommage évident à l'architecture française de cette seconde renaissance classique, celle des années 1540-1550. Plutôt celle d'Henri II que celle de François Ier. Deux gravures gardent peut-être cependant la trace d'une volonté de Lemercier de déborder sa mission initiale et de proposer en quelque sorte des partis différents de ceux de Mansart. Ce plan, qui montre qu'il envisage de placer un baldaquin exactement sous la coupole, et non pas, comme le proposait Mansart, plutôt en retrait, et surtout de dessiner une nouvelle façade donnant de l'ampleur au portique à l'antique et de l'ampleur à la façade. Je pense qu'on peut peut-être comprendre cette gravure, qui est anonyme, qui n'est pas attribuée à Lemercier, comme une trace d'un dessin de Jacques Lemercier, soit en rivalité avec François Mansart dans l'année 1644, quand la reine cherche un architecte pour son église, mais peut-être plutôt, comme y incite le fait qu'on retrouve ce motif de portique dans ce plan qu'on ne peut dater que de l'époque 1646 et plutôt 1647, au moment où Lemercier devient l'architecte du chantier du Val-de-Grâce, puisqu'on trouve déjà la nouvelle chapelle du Saint-Sacrement. Et donc, vous voyez que là, Lemercier conserve d'ailleurs le dessin de Mansart, l'idée d'un portique qui s'avance et d'un second ordre dont le centre est en retrait par rapport aux parties latérales, mais qui donne à son portique une allure qui n'est pas sans évoquer, il faut bien dire, le portique de la cour de la Sorbonne. Et donc, Lemercier se met un peu à l'école de Mansart, reprend le parti général de la façade frappée dans la médaille, mais corrige son dessin en donnant au portique l'ampleur du grand temple, la grande référence de toute l'architecture occidentale, le portique du Panthéon de Rome, qu'il avait déjà imité à la Sorbonne. Il est évident que si ce dessin avait été exécuté, le Val-de-Grâce aurait eu une allure, malgré tout, sensiblement différente de celle qu'il a aujourd'hui. Un effet moins contracté, un tambour moins élevé, moins orné, à la fois la façade elle-même et le traitement du dôme, ou plus exactement du dôme sur son tambour en arrière-plan, sensiblement différent, plus proche, d'une certaine manière, de la Sorbonne. Mais c'est le troisième protagoniste de cette histoire, de cette invention du Val-de-Grâce à plusieurs mains, Pierre Lemuet, qui va sans doute jouer, après Mansart, le second grand rôle. Lemercier donne une touche importante en créant la chapelle du Saint-Sacrement, qui est entièrement son œuvre. Mais finalement, ses propositions sont partenues, et ce que l'on doit à Lemercier, en dehors du fait d'avoir conduit le chantier de 1 mètre au-dessus du sol jusqu'à la hauteur de la corniche du premier ordre, pas plus haut, en dehors de ce fait d'avoir bien sûr conduit ce chantier, il n'a pas finalement altéré le dessin ni de la façade, ni de l'intérieur de l'église, mais seulement de cette chapelle arrière qui reste secrète pour la plupart des étrangers, puisque c'est l'espace réservé aux religieuses qui viennent adorer le Saint-Sacrement en venant de leur cellule, en contournant le chœur,
pour venir à l'arrière de l'hôtel. Et donc, c'est Pierre Lemuet qui va succéder à la mort de Lemercier en janvier 1654 à ce grand architecte. Pierre Lemuet est moins connu que ses deux prédécesseurs pour le grand public. Il était cependant bien connu de ses contemporains. Il a en effet publié en 1623 ce traité qui est dans toutes les bibliothèques aussi, manière de bâtir pour toutes sortes de personnes. C'est lui qui achève 3 grands châteaux en province. Et vous connaissez sans doute beaucoup d'entre vous le château de Tanlay, dont il fait toute la partie du XVIIe siècle. Il a bâti à Paris de grands hôtels, et notamment le grand hôtel que vous connaissez sous le nom d'hôtel de Saint-Aignan, qui est aujourd'hui le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc il s'agit d'un architecte confirmé et qui, en outre, a bâti l'hôtel particulier de l'intendant d'Anne d'Autriche, Jacques Tubeuf, qui se fait bâtir un nouvel hôtel rue Vivienne, qui subsiste toujours au 16 de la rue Vivienne. Mais Mansart, lorsqu'il reprend le chantier, qui a été suspendu plusieurs années à cause des troubles de la Fronde, ne va pas se contenter de poursuivre le chantier, il en change le dessin de toutes les parties hautes et définit ou altère ce qui avait peut-être seulement été envisagé par Mansart. Le dessin de l'avant-cour, il modifie certains détails de la façade tout en restant fidèle aux parties de Mansart, mais vous voyez, la toiture reste masquée par le fronton, elle est si basse qu'elle est même masquée dans les vues latérales par la balustrade qui l'aborde, et surtout, le dôme prend une dimension monumentale qui lui permet d'apparaître de certains points de distance au-dessus du fronton d'une façon beaucoup plus monumentale et surtout qui apparaît dans toutes les vues lointaines lorsque les étrangers entrent dans Paris. Le Val-de-Grâce est un grand signal, son dôme doré, comme celui des Invalides, il était primitivement doré comme celui des Invalides, et avant naturellement celui de l'église du Dôme des Invalides, le Val-de-Grâce est le grand signal qu'on arrive à Paris, quand on arrive à Paris par le sud, par la route d'Orléans. Mais ce que l'on voit de l'extérieur est encore, les changements sont encore plus forts dans l'intérieur. C'est tout ce qui existe au-dessus, c'est tout ce qui existe au-dessus de l'entablement, c'est-à-dire de ce premier registre, ce premier ordre. Toutes les voûtes du Val-de-Grâce, c'est le berceau qui couvre la nef, les pendentifs, le tambour et la coupole sont redessinés par Lemuet en 1655. Et c'était un point qui avait échappé à Braham et Smith dans leur première étude fondamentale sur le Val-de-Grâce et que j'ai eu le bonheur de corriger pour avoir trouvé tous les devis et marchés passés pour la construction du Val-de-Grâce. Et donc, ce qui permettait de bien comprendre à qui revenait ceci et cela. Et donc, on a, vous le voyez, un dessin qui est l'invention du Val-de-Grâce. Le plan, c'est Mansart, sauf la chapelle du Saint-Sacrement, Jacques Lemercier. Toutes les voûtes et les toitures, c'est Lemuet.